Bonsoir, bienvenue dans les conversations, le nouveau format d'échange avec les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration et le tourisme d'aujourd'hui et surtout de demain. Organisé par Singularité HFT et le magazine Hotel & Lodge. Chaque mardi et jeudi à 18h, 30 minutes de conversation pour partager et donner des clés concrètes pour sortir de la crise et construire une économie touristique résiliente, prospère et à impact positif. Je suis Laurent Beaulieu, fondateur de Singularité HFT. Pour ce 9e opus, j'ai la joie d'être en compagnie de Xavier Antonios, président de la société de gestion indépendante 123 IM. Bonsoir Xavier. Bonsoir Laurent, ça va? Très bien, et toi? Écoute, pas trop mal, on va pas se plaindre. Bon, merci d'avoir accepté de participer à cette série de conversations. Ton angle et ton point de vue vont être assez intéressants. J'ai une première question qui est devenue un petit rituel dans ces conversations, c'est comment vas-tu, tes proches et ainsi que tes équipes? Écoute, ce que je te disais, pas trop mal, hein, même si c'est des choses qu'on a du mal à dire en ce moment, dire que ça va bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien et ça va pas s'améliorer. Mais côté 1, 2, 3e, j'estime avoir beaucoup de chance parce que je suis en bonne santé, parce que toutes les équipes d'1, 2, 3e sont en bonne santé. Et j'estime avoir beaucoup de chance parce que on est encore en activité du côté d'1, 2, 3e. Voilà, tout à l'heure, bien évidemment, le secteur de l'hôtellerie. Il y a beaucoup, pas uniquement le secteur de l'hôtellerie, mais il y a beaucoup de pans de l'économie qui sont à l'arrêt. Et je pense que quand on a la chance d'être encore en activité, de pouvoir encore travailler, ce qui est le cas d'1, 2, 3e, je reviendrai un petit peu sur ce que l'on fait et quelle est notre mission tous les jours. Mais je pense qu'on peut s'estimer heureux. Donc, la santé va bien, le travail va bien et les collaborateurs sont en pleine forme. Donc, écoute, pour l'instant, on touche du bois. Parfait. Excellente nouvelle, c'est enthousiaste. Xavier, tu es un entrepreneur à succès. Tu as créé 123IM qui est spécialisé dans le capital investissement et l'immobilier de rendement, notamment dans l'hôtellerie. Tu as apporté une nouvelle approche de l'accompagnement des entrepreneurs dans tes investissements qui va bien au-delà de l'aspect financier. Tu nous en parleras. Et pour que les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux revenir sur ton parcours et les grandes étapes qui ont permis d'arriver là où on est, 123IM, s'il te plaît? Merci pour l'entrepreneur à succès. Plutôt que parler de moi-même, parce que je ne vais pas vous dérouler mon CV dans la finance, ça ne va pas intéresser forcément tous nos auditeurs qui viennent plutôt du monde de l'hôtellerie. Je vais plutôt prendre quelques minutes pour expliquer bien ce que fait 1, 2, 3 IM. Oui, merci. Tu l'as cité, on fait du capital investissement, c'est un fonds d'investissement. Ça peut être des mots un peu barbares pour le grand public et même pour des professionnels de l'hôtellerie. On fait un métier, donc on fait de la finance, effectivement, on fait du financement. Et j'aime à dire qu'on fait le plus beau métier de la finance. J'ai une chance, je l'évoquais tout à l'heure, d'être en bonne santé dans ma activité. J'ai une autre chance, c'est de faire le plus beau métier du monde. Ce métier qui permet à des entrepreneurs et des entrepreneuses de réaliser leurs rêves. Notre métier, c'est de financer, de détecter, de financer des entrepreneurs français dans leurs projets de création, de développement d'entreprise. Donc, c'est un métier qu'on a commencé il y a une vingtaine d'années, début des années 2000. Donc là, on l'évoquera aussi, c'est notre 3e crise, puisqu'on a vécu la crise de 2002, la crise de 2008 et maintenant la crise du Covid 2019. Donc voilà, on est un peu plus aguerri, un peu plus armé, un peu plus expérimenté pour affronter cette nouvelle crise. Mais donc un métier extraordinaire depuis 20 ans qui est un métier extraordinaire parce que tous les jours, notre métier consiste à rencontrer des entrepreneurs qui sont des gens qui ont une pêche extraordinaire, qui viennent chaque fois nous voir avec un projet fou, incroyable, bourré de dynamisme et qui nous transmettent ce dynamisme. Donc, tous les jours, on est sous perfusion de nos entrepreneurs qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai une idée géniale, j'ai pensé à un truc, je veux développer mon entreprise et voilà le projet que j'ai. Et notre métier, alors, il n'est pas simple parce que on en voit beaucoup des entrepreneurs et contrairement à ce qu'on pense, on laisse souvent penser que la France, c'est pas un métier d'entrepreneur. La France est une terre fertile entrepreneur. Il y a énormément de projets qui poussent, qui arrivent tous les jours. Notre métier est assez difficile parce qu'on n'a pas cash illimité. On a la chance de lever beaucoup d'argent, j'y reviendrai tout à l'heure. Et en 20 ans, pour donner quelques chiffres, on a investi 2 milliards d'euros au capital de plus de 800 entreprises françaises. Donc, on rencontre des chefs d'entreprise et on va leur confier 1, 2, 3, 5, 10 millions d'euros pour leur permettre, encore une fois, de réaliser leur projet de développement, ce rêve fou qu'ils ont souvent. Et donc ça, depuis 20 ans, je vous disais, c'est 800 entrepreneurs accompagnés et on fera un focus, bien évidemment, sur l'hôtellerie, sur le tourisme, l'hôtellerie de plein air. Mais 1, 2, 3e, c'est pas que de l'hôtellerie. En 20 ans, c'est beaucoup d'autres secteurs. On a commencé par financer de la technologie. Pour vous donner
Deux exemples qui viennent comme ça. Un, notre plus belle success story, c'est Criteo, qui fait de retargeting, du reciblage publicitaire. Criteo, qui est une formidable aventure. Jean-Baptiste Rudel, qui est un entrepreneur hors norme, incroyable, qui est une des plus belles success stories de ces 20 dernières années dans la technologie en France. On a eu la chance de le financer en 2005, introduit en Nasdaq en 2013, 80 fois notre investissement réalisé. Une histoire extraordinaire. Dernièrement, on est investi dans les scooters électriques en libre service dans Paris, CityScoot, qui sera un bon moyen quand on sortira du déconfinement de ne pas prendre les transports en commun. On a financé les énergies renouvelables, beaucoup ces dernières années, la transition énergétique avec des belles success stories comme Solaire Direct qu'on avait vendu à Engie. On a financé la restauration avec eu la chance de financer des grands professionnels comme Alain Ducasse, par exemple. On est actuellement dans les restaurants La Folie Douce. Voilà, des belles aventures qui parlent à nos auditeurs. On a financé, on l'évoquera tout à l'heure aussi, la santé, le sport. On est beaucoup investi dans les EHPAD. Dernièrement, dans le sport, notamment une très belle société qu'on a vendue à Decathlon qui s'appelle Alltrix, qui vend du matériel sportif online. Donc, 800 entreprises dans différents secteurs financées depuis ces 20 dernières années en fonds propres et en quasi-fonds propres. Ça, c'est important parce que je disais qu'on fait de la bonne finance. On ne fait pas du prêt. On n'est pas des banquiers. Le banquier, il prête si vous gagnez déjà de l'argent. Il prend assez peu de risques puisqu'en général, il y a des garanties et nantissements. Et c'est lui qui, en cas de problème, récupère le cash en premier. Nous, on est des vrais associés du chef d'entreprise. Et s'il gagne, on gagne. S'il perd, on perd. Donc, on est dans la même galère, dans la même aventure, je préfère dire. Et donc, voilà, vraiment en action sous différentes formes, tout type d'entreprise. Et je reviendrai tout à l'heure plus spécifiquement peut-être sur le marché de l'hôtellerie. Merci, c'est très clair. Ça donne vraiment une vision du panorama d'investissement que tu fais. Et ça permet, j'imagine, de croiser aussi les expériences entre les secteurs d'activité. Question de maturité, quand on a fait Criteo et qu'on bascule dans Alltrix, probablement il y a des convergences en tout cas d'expertise, donc c'est très intéressant. Évidemment, dans les discussions qu'on a eues et dans tout ce que j'ai lu, il y a quelque chose qui te tient à cœur, c'est aussi la façon dont tu accompagnes. Tu dis bien que non, on n'est pas des banquiers, on accompagne, on est avec, que ça soit gagnant ou perdant si j'ose dire, mais en tout cas voilà, partie prenante complètement du projet. Et je crois que tu as une vision assez spécifique de la façon dont ton métier, et toi particulièrement avec le FOO, vous accompagnez les entrepreneurs. Et je crois que sur ce point-là, il y a un sujet à creuser, ça, pour rassurer ou en tout cas expliquer de façon plus claire quel est le rôle de 1, 2, 3 IM. Quand vous apportez des fonds, vous n'apportez pas que des fonds, vous êtes aussi là avec l'expertise, du conseil, de la réassurance pour réaliser un rêve, mais aussi de le réaliser dans de bonnes conditions. Je crois que c'est un point assez significatif de cette interview. Oui, tout à fait. Et pour peut-être la recentrer un petit peu sur le secteur de l'hôtellerie, pour donner quelques chiffres sur l'hôtellerie, je vais prendre mes antisèches, mais on a commencé à financer l'hôtellerie après la crise de 2008-2009. Ouais. Voilà, on recherchait des nouvelles tendances et l'hôtellerie était en pleine évolution, pleine innovation. C'est là qu'on a vu arriver des acteurs comme Airbnb après. Ouais. Et l'hôtellerie est en train de se renouveler. Et quand l'hôtellerie, après les crises, souvent, on y reviendra tout à l'heure, il y a des formidables opportunités. On l'a vu après la crise de 2008-2009, l'hôtellerie s'est remise en question, s'est développée et là, on a vu beaucoup de nouveaux acteurs, nouveaux entrepreneurs de l'hôtellerie arriver. Quand je parle de l'hôtellerie, donc c'est 300 millions d'euros, plus de 350, 70 millions d'euros financés et c'est plus de 200 hôtels accompagnés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, l'hôtelier qui vient nous voir aujourd'hui et qui a un projet de développement, eh ben, il va pouvoir, en plus du cash qu'on va lui apporter, s'appuyer sur notre expertise, sur notre data. La data, c'est un mot important en ce moment. Ouais. Ça permet, et nous, de la data, on en a depuis 10-12 ans sur l'hôtellerie, puisqu'on a commencé en 2008-2009. On a financé, on a eu la chance de financer sur les 200 établissements, j'évoquais tout à l'heure, des 3 étoiles, des 4 étoiles, des 5 étoiles, même des 2 étoiles. Beaucoup d'hôteliers sous franchise, des indépendants, mer, montagne, Paris, province, à l'étranger. Donc, on a une très bonne expérience de comment accompagner, de ce que l'on va faire. En tout cas, on n'est pas prétentieux et on n'est jamais prétentieux. On ne veut jamais expliquer à l'entrepreneur ce qu'il doit faire. On est effectivement d'abord quelqu'un qui lui apporte de l'argent, qui lui apporte de l'expérience, un retour d'expérience et qui est un vrai partenaire, un vrai associé, qui va le relancer, qui va le challenger, qui va le stimuler. Alors, quand tout va bien, ce qui était le cas ces dernières années, souvent,
Voilà. Et peut-être à tort, souvent les entrepreneurs nous voient comme un guichet financier. Ils viennent chez nous chercher le financement qu'ils n'ont pas auprès des réseaux bancaires, puisque nous, on apporte les fonds propres dans le montage des opérations. Hein. On prend un risque en capital, c'est important. Alors quand tout va bien, effectivement, que les périodes sont fastes, tout va bien, l'entrepreneur, tout se passe bien, tout est florissant, le ramp-up, les ouvertures, la croissance est magnifique et on n'a pas besoin, on a moins d'utilité. Et c'est effectivement dans ces périodes difficiles, on le voit depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, on arrive à la fin de ce confinement, que notre rôle reprend tout son intérêt. On constate, et les entrepreneurs constatent, qu'on est l'épaule sur laquelle ils peuvent s'appuyer. On est le grand frère qui allons donner les bons conseils, qui allons partager les bons conseils entre les différents entrepreneurs. Aujourd'hui, ce qui est terrible, il y a beaucoup, 70% de l'hôtellerie française, ce sont des indépendants. Et ce qu'il ne faut pas en période de crise, c'est rester isolé. Rester tout seul dans son coin, essayer de réfléchir tout seul. Ce qu'il faut, c'est réfléchir à plusieurs. Donc, soit on a des contacts. J'écoutais le brillant Jean-Philippe Cartier, effectivement, l'autre jour sous votre antenne. Je l'ai entendu à maintes fois, à maintes reprises dire j'ai eu des amis hôteliers, j'ai eu des amis. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît du monde, qui est curieux. Je le connais très bien personnellement et qui a cette bonne démarche d'aller se renseigner, d'aller ouvrir, donner ses bons conseils et prendre des bons conseils des autres entrepreneurs. Et nous, ce que l'on fait quand on a un fonds d'investissement, on cumule ces différentes fonctions. On apporte du cash. On peut remettre du cash, ça c'est important. Aujourd'hui, tous les opérateurs, on a encore 170 hôtels en portefeuille. On travaille encore avec une trentaine d'opérateurs en France. On les a aidés dans le passé. On les aide aujourd'hui. On les aide concrètement à reconstruire leur business plan, à aller chercher des nouveaux crédits, à aller chercher ces moratoires, à aller chercher ces PGE, ces prêts garantis par l'État. On est une caution importante pour les banques puisque l'hôtelier ne vient pas tout seul. Il vient avec un investisseur financier qui a les reins solides et qui a les moyens de continuer à accompagner cet opérateur dans les phases d'expansion, mais aussi dans les phases difficiles. Parce qu'aujourd'hui, même si le gouvernement fait un travail extraordinaire et il y a une abondance de mesures, notamment encore une fois, pour repousser des échéances de crédit ou pour obtenir des nouveaux crédits, un jour ou l'autre, il faudra réinvestir des fonds propres. Et ce jour-là, on sera présent aux côtés de nos opérateurs pour continuer à les accompagner. Très clair. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, dans la sphère de l'investissement et de l'accompagnement que fait un 3e, il y a la partie financière et la partie accompagnement. Tu as accompagné un certain nombre d'hôtels et de chaînes de renom. Tu as cité le nombre d'hôtels que vous aviez en portefeuille. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, au quotidien, tu es confronté à des opérateurs qui t'expliquent comment vous anticipez aujourd'hui la crise du Covid avec une reprise, je dirais, à court terme, à moyen terme. Quel est l'impact et les plans sur lesquels vous travaillez? J'imagine qu'il y a évidemment les plans sanitaires, la remise en marche, mais d'un point de vue concret, est-ce que vous allez jusqu'à cet accompagnement sur toute la dynamique qui est sur le process sanitaire, qui va être après sur comment on se recentre sur un marché domestique en temps 1, qui progressivement va se réouvrir, sur ces étapes extrêmement concrètes qui vont arriver dans les jours, semaines, nous l'espérons tous rapidement? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Un, je l'ai évoqué, on n'est pas calife à la place du calife. On n'est pas les opérateurs. Nous, on est des associés financiers, on peut apporter tout un tas de conseils. Et en général, les entrepreneurs n'aiment pas trop qu'on s'immisce trop dans la gestion. Il faut faire un savant équilibre. Pour revenir sur cette crise du Covid, déjà un petit mot, parce qu'il faut le dire, je suis extrêmement impressionné par mes entrepreneurs du portefeuille du secteur de l'hôtellerie. On les a choisis pour ça, parce qu'en amont, quand on investit dans un projet, alors contrairement à l'immobilier, tu connais le dicton dans l'immobilier, un bon investissement immobilier, c'est d'abord l'emplacement, ensuite l'emplacement et ensuite l'emplacement. Nous, dans l'investissement dans les PME, le premier critère, c'est l'entrepreneur. Le deuxième, c'est l'entrepreneur. Le troisième, c'est l'entrepreneur. C'est ça qui est important. Et un entrepreneur dans l'hôtellerie, même s'il a un établissement, et je reciterai tout à l'heure des exemples comme Jean-Philippe Cartier qui a pris des paris fous pour aller dans Vieux-Castillon, qui a recréé des histoires d'hôtellerie, ou Perseus, Valérie Gréco aussi, qui a recréé des histoires à Pigalle, qu'on a eu la chance de financer des histoires d'hôtellerie from scratch. Quand on choisit nos entrepreneurs, on choisit des projets et on choisit des hommes qui sont capables de faire face à des situations. Aujourd'hui, en portefeuille, dans les 30 groupes en portefeuille que nous accompagnons, on a des hommes forts, on a des hommes expérimentés qui ont déjà connu ces crises et qui ont pris très sereinement cette crise. Déjà très vite, ils ont fermé boutique, ils n'ont pas eu le choix, mais ils l'ont très bien fait.
Très vite, ils ont préservé leur cash. Ça, on les a accompagnés. Je l'évoquais tout à l'heure. On les a aidés à préserver leur cash, voilà, à couper les dépenses, à aller chercher toutes les mesures et les aides de l'État qui étaient disponibles. Et effectivement, et aujourd'hui, avec eux, on reconstruit l'avenir. C'est assez délicat parce qu'à l'heure où on se parle, voilà, on n'a pas encore de vision très claire de quand est-ce qu'on va pouvoir rouvrir. Est-ce que les frontières ouvriront? Est-ce que même en dehors du département des 100 km, on pourra se déplacer en vacances? Il n'y aura pas un reconfinement, est-ce qu'on pourra se déplacer? Est-ce que nous, Parisiens, on pourra aller dans le reste de la France? Donc ça, on n'en est pas encore sûr. Ce qui est sûr, c'est que nos opérateurs, les opérateurs hôteliers, ces entrepreneurs ont très vite réagi, ont été très efficaces parce qu'ils sont expérimentés. Pour beaucoup, ils ont du cash de côté, donc ils ont de quoi voir venir. Et voilà, là, ils envisagent l'avenir. On l'envisage avec eux. Ils sont en train, effectivement, il y a tout un tas de protocoles sanitaires qui se sont mis en place. Alors, ils vont pas tous s'appliquer, ils vont pas être tous aussi faciles à s'appliquer les uns que les autres parce que pour un hôtel d'affaires 2, 3 étoiles, la même chose que voilà, ça sera moins gênant d'avoir des plexiglas à l'accueil, de fermer le restaurant, des spas, il n'y en a pas, d'avoir des masques et du personnel avec des masques partout. C'est plus gênant sur des hôtels d'expérience, des hôtels 4, 5 étoiles, des hôtels de luxe où la piscine sera probablement fermée, le spa sera fermé, où toute l'expérience que l'on vit normalement sera fortement gâchée par toutes ces mesures sanitaires. Donc tout ça, ils en prennent mesure. Tout le monde n'a pas la même stratégie d'investissement. Certains décideront peut-être de ne pas ouvrir cette saison d'été, en fonction, encore une fois, des dispositions. On sait d'ores et déjà qu'il n'y aura quasiment pas d'étrangers. La saison d'été, c'est 20 millions d'étrangers qui viennent en France contre 9 millions de Français qui partent à l'étranger. Donc, si les 9 millions restent et les 20 millions ne viennent pas, le calcul est simple, on perd 11 millions de touristes. Donc, ça va être compliqué. Donc, certains préfèrent ne pas ouvrir. C'est trop compliqué. Ils préfèrent attendre d'avoir un peu plus de visibilité. Mais tous les autres, voilà, sont en plein dedans, sont œuvrent en ce moment, ont commencé à remettre du monde au travail parce que, voilà, l'ouverture, c'est dans 2, 3 semaines, 1 mois, et on s'y prépare maintenant. Donc, une vraie volonté de redémarrer, une vraie volonté d'en découdre. Et encore une fois, on n'est pas du tout inquiet parce que c'est comme ouvrir un nouvel hôtel. Et tous les opérateurs que nous finançons, ils ont déjà ouvert des hôtels. Ils ont connu les difficultés d'ouvrir des hôtels. Cette période de ramp-up, on va repartir sur une période de ramp-up qui va durer au moins 2, 3 ans. Faut pas se mentir. L'année 2020, c'est une année blanche. Très, très difficile pour nos différents opérateurs d'avoir des taux d'occupation qui soient corrects. 2021 va être convalescent et en 2022, progressivement, on devrait reprendre une activité et retrouver 2022-2023 les chiffres qu'on en avait pré-Covid 2019. Voilà. Donc, ils le savent, ils en sont conscients, ils sont structurés pour le faire, ils sont en train de s'armer pour le faire et tous ensemble, avec le gouvernement, qui a fait déjà beaucoup de choses, qui va continuer à faire beaucoup de choses, et avec des fonds d'investissement, tous ensemble, on va arriver à redresser cette formidable machine qu'est le tourisme français. Parfait, c'est très clair. Écoute, merci pour ce point de vue. Tu le cites et tu soulignes à plusieurs reprises l'importance des mesures mises en place par le gouvernement. Et je pense que c'est important. On a la chance d'être en France, on a la chance d'avoir un gouvernement qui se met vraiment en branle pour trouver toutes les solutions. Est-ce qu'aujourd'hui, sur ces démarches mises en place, tu as un point de vue que tu aimerais partager? Alors, évidemment, ça va du chômage partiel à différentes aides pour le secteur. Il y a des choses qui sont en discussion. Est-ce que de ton expérience ou des échanges que tu as avec les différents opérateurs, il y a 1 ou 2 mesures qui te paraissent vraiment symboliques et qui sont dans cette dynamique de repartir et d'aider du coup les entrepreneurs à relancer leur activité de la façon la plus précautionneuse évidemment possible, mais que tout le monde soit dans une dynamique assez rapidement constructive? Alors non, ce qu'on peut dire sur le sujet, c'est se féliciter de la réactivité du gouvernement et de tout ce qui a été fait, particulièrement en France. On dit parfois que l'État français est trop généreux, mais c'est peut-être lui qui permettra au tourisme et aux entrepreneurs français de mieux s'en sortir. Donc aujourd'hui, ce qui est important, effectivement, c'est préserver les emplois et c'est accompagner le redémarrage. Donc tout ce qui a été fait est extraordinaire. Est-ce qu'on pouvait faire plus? On peut toujours faire plus, mais bon, à un moment, il y a un équilibre avec les finances publiques. Donc, il y a eu déjà beaucoup, le chômage partiel, le report d'un certain nombre d'échéances, l'annulation pour le tourisme d'un certain nombre d'échéances fiscales et sociales. Qu'est-ce que l'on peut dire? On peut dire ce que demande la profession et pour bien évidemment la soutenir et l'accompagner dans cette démarche auprès du gouvernement. Il faut qu'il y ait une sortie progressive, un accompagnement
de la reprise. Et cet accompagnement va se faire par, il ne faut pas qu'il y ait un arrêt brutal du chômage partiel. Enfin, un chômage partiel qui perdure progressivement, qui s'étale et qui accompagne le ramp-up. Et il faut effectivement évoquer une annulation de charges, un allègement, une annulation de charges, pardon, sur 2020 des charges sociales, en l'occurrence, un certain nombre de charges fiscales, encore une fois, pour aider et accompagner cette reprise que vont subir les hôteliers, les restaurateurs, le tourisme en général, parce que tout va pas repartir en un jour. Ça va être long, on le sait, mais je pense que le gouvernement en a pris conscience. Bruno Le Maire, notamment, et les différents ministres en ont pris conscience. Voilà, la France est un grand pays de tourisme. On a des entrepreneurs de qualité. Il va falloir les soutenir. On a beaucoup fait. Mais d'autres choses vont arriver, j'en suis persuadé, c'est dans les cartons. Bon, merci. C'est clair que nous avons la chance d'avoir un accompagnement de l'État sur ce secteur qui est absolument incroyable, secteur qui est prépondérant dans l'activité. Alors, on parlait de tourisme domestique. On sait que majoritairement, les gens vont être contraints par leur déplacement. Mais ça va repartir. On sent un vent de solidarité. Par ailleurs, il y a un sujet qui te tient à cœur, qui est le sujet des PME. Alors, tu en parles et c'est l'accompagnement et c'est la vocation même de notre troisième. Mais tu es un militant de la PME Nation, la PME Nation, en disant, voilà, c'est un pays de PME, nous devons les accompagner, nous devons faciliter l'accompagnement. Et je crois qu'il y a une logique aussi d'accompagnement, mais c'est un message presque à nos auditeurs, mais aussi aux Français au sens large. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a une capacité à investir dans les PME pour aider à ce redéploiement. Et c'est probablement un des traits intéressants aussi à souligner dans cette économie de solidarité qui va se développer, au-delà de je vais chez l'acteur local. Est-ce que finalement demain je peux pas investir un peu dans les PME, mettre un peu de cette épargne que je mets de côté pour dynamiser le secteur? Je crois que c'est un sujet sur lequel tu peux nous éclairer un peu plus. Oui, très bien. C'est effectivement un sujet qui nous tient à cœur puisque depuis 20 ans, 1, 2, 3, IM propose, et on a beaucoup parlé d'investissement, c'est 2 milliards qu'on investit depuis 20 ans, c'est 320 millions d'euros investis en hôtellerie. L'argent que l'on investit, alors il y a une quote-part, c'est notre argent personnel, puisque c'est important. Moi, je suis investi dans tous les projets que je finance, mais c'est en grosse partie l'argent de nos clients. D'un côté, j'ai des entrepreneurs et de l'autre côté, j'ai des clients investisseurs, qui soient des institutionnels, des grands assureurs, des grandes banques, et que ce soit des investisseurs particuliers. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, on a encore trop d'institutionnels qui financent l'économie réelle et pas assez d'investisseurs privés. La PME faisait peur historiquement en France. La France est un pays côté épargne assez frileux. En France, on aime bien gagner sans prendre de risques. Voilà, c'est paradoxal, à la différence des anglo-saxons qui sont beaucoup plus joueurs que nous et beaucoup plus investisseurs au capital et notamment au capital de PME. Donc, je prône régulièrement de mettre en place des mesures pour drainer l'épargne des Français vers les PME, vers ces entrepreneurs qui créent de la richesse et qui créent de l'emploi. Donc, il y a eu des mesures dans le passé, des très belles mesures. Nicolas Sarkozy, en son temps, quand la crise financière est arrivée en 2008-2009, pour sauver l'économie française, a mis en place une très belle mesure qui s'appelait l'ISF PME, qui permettait à des investisseurs, au lieu de payer leur ISF, d'investir au capital de PME et d'avoir une réduction d'impôts. Voilà, ça a très bien fonctionné. Nous, ça nous permettait d'investir tous les ans 100 millions d'euros et d'injecter 100 millions d'euros dans l'économie française et soutenir les entrepreneurs au moment où ils en avaient besoin. Aujourd'hui, alors l'État a supprimé cette niche fiscale, c'est pas grave, ça arrive. Aujourd'hui, c'est un peu trop l'État qui subventionne les PME. La BPI joue beaucoup avec ses PGE, avec des investissements en fonds propres. Et je pense qu'il n'est pas bon quand que ça soit qu'un État qui finance nos PME. Il faut qu'il y ait aussi de l'argent qui vienne du privé. Donc, il faut à l'État, et là, on a des tas d'idées à leur donner, de réinventer des produits, des mesures, alors soit avec un avantage garantissant ces placements. Dans le Covid-19, il y a un mot qui va revenir souvent, que ce soit pour les hôteliers ou pour les financiers, c'est la confiance. Les clients reviendront dans les hôtels que s'ils ont confiance. Les clients investiront dans nos produits financiers, qui investiront dans nos hôtels s'ils ont confiance. Il faut redonner la confiance, c'est long. Un des moyens de redonner la confiance, peut-être pour l'État, c'est de dire si vous investissez comme ils le font avec le prêt garanti par l'État, les banques prêtent aux entrepreneurs et il y a une garantie de l'État derrière. Pourquoi pas demain garantir nos placements financiers, c'est-à-dire que nous, on va investir dans l'hôtellerie via des investisseurs privés et cet argent,
sera garanti par l'État. Voilà des bonnes mesures. Mais effectivement, je pense que globalement, il est très sain que ce soit les épargnants français qui puissent investir dans cette économie réelle. Pardon. Très clair. Quand on s'est vu, quand on a discuté de cette première conversation, il y a un point qui m'avait marqué, c'était le fait que tu insistais sur le fait que cette crise de Covid, en fait, n'allait pas changer votre façon d'opérer et vos investissements et la façon dont vous interveniez dans vos projets. Tu me parlais de long terme, et je crois que c'est important de passer aussi ce message-là sur le fait que des financiers ou des gens qui accompagnent des entrepreneurs sont là sur un temps long, ils ne sont pas là que sur un temps court, quasiment d'opportunisme. Et je crois qu'avec le propos que tu viens de dérouler juste avant sur le fait qu'il faut redonner confiance, c'est justement là où on est dans un moment où à la fois les investisseurs d'avant et peut-être de demain doivent être en confiance. Comment vous analysez ça chez vous et comment tu dis que finalement cette confiance que vous avez accordée dans un temps long sera peut-être un élément déclencheur pour séduire d'autres personnes et prolonger cette démarche extrêmement importante de donner le temps aux investisseurs, aux opérateurs, aux entrepreneurs de se mettre en place et de relancer la machine, ce qui va nécessairement arriver. Effectivement, tu as raison de le souligner. Dans d'autres métiers, pour ceux qui le connaissent, est assez facile à appréhender. Pour les autres, on est effectivement un investisseur de long terme, moyen terme, long terme. On n'est pas là pour faire un coup. On n'investit jamais, on confie jamais 1, 2, 3 millions d'euros à un groupe hôtelier pour qu'il nous les rende l'année d'après. On sait qu'un projet d'entreprise, ça prend du temps. Faut créer, faut construire, faut rénover, faut lancer, faut imaginer. Et ça, c'est des périodes d'investissement de 3, 4, 5 ans. Quand ça va mal, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on va avoir une année blanche sur 2020, quand 2021 va être convalescent, un autre métier, c'est aussi de savoir dire, on se donnera 2 ans de plus. On se donnera 2 ans de plus pour avoir le temps de retrouver nos chiffres pré-Covid. Donc, on va pas vous demander, vous, groupe hôtelier, de nous rendre l'argent. On est des associés. Notre objectif est de sortir au bon moment, quand tout le monde est content, quand tout le monde a gagné de l'argent. Donc, on sera capable effectivement non seulement de décaler nous aussi nos échéances de sortie, mais aussi, encore une fois, de réinjecter. Et pour répondre à une question que tu évoquais, est-ce que ce Covid a changé notre perception des choses par rapport à l'hôtellerie ? Bien évidemment, non. Nous sommes toujours très investisseurs sur cette classe d'actifs. Nous croyons beaucoup au tourisme, à la France et à l'hôtellerie. Et nous allons continuer à investir dans cette classe d'actifs, continuer à soutenir les entrepreneurs qu'on a en portefeuille, mais aussi continuer à saisir les opportunités qu'il va y avoir dans le futur, puisqu'il va y avoir forcément des opportunités dans le futur, parce que le monde de l'hôtellerie sera différent, il sera plus impact, plus de proximité. Il sera plus éco-responsable, parce que quand il y a une période de crise, c'est là où les mauvais disparaissent, tous ceux qui ne faisaient pas l'effort, qui ne s'étaient pas réinventés. Il va y avoir malheureusement des morts sur le secteur, comme dans tous les autres secteurs économiques. Mais ceux qui auront l'agnac, ceux qui auront du talent, de l'imagination, et ceux qui voudront bien être soutenus par des fonds, pourront saisir des nouvelles opportunités, notamment, je pense, les indépendants face aux grands groupes ou face à des acteurs comme Airbnb. Il y aura des choses à les saisir. Merci. Donc effectivement, un investissement en tout cas soutenu et maintenu sur la partie touristique. Je sais aussi que du coup sur la partie prospective, tu l'évoques un peu, toute crise amenant une nécessité d'évolution. On va faire du darwinisme. Et finalement, c'est pas les plus forts qui resteront, mais les plus capables de s'adapter. Et il y a des grandes tendances, sans faire de théorie ou d'anticipation trop forte. Il y a quand même, est-ce que tu dégages, toi, quelques tendances de l'hospitalité qui demain seront des facteurs clés de succès ou de résilience? Tu parlais effectivement des circuits courts, ou en tout cas du côté éthique et bio. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs où tu te dis ça, c'est vraiment important et ce seront des sujets qui vont être préemptés par les bons entrepreneurs demain et donc potentiellement vous accompagnerez? Alors, j'ai pas d'idée sur ce que sera l'hôtellerie demain. Je sais sur ce qu'elle sera un peu plus. Ouais. Dans la continuité de ce qu'on a vu ces dernières années, on citait des groupes comme H8 Collection, comme Perseus, comme le groupe Oco. On a eu la chance d'accompagner un tas de groupes qui sont précurseurs dans ces initiatives de développement durable, de plus de proximité, de faire des achats de proximité de plus local. Aujourd'hui, on va souffrir et la croissance va redémarrer par le local.
par le régional, par le national, par l'international. Donc, il faut être capable aujourd'hui d'essayer de créer des lieux de vie pour tous ces hôtels. Je pense à l'hôtel Pigalle, donc développé par Valérie Gréco, qu'on a eu la chance de financer donc dans le quartier de Pigalle, où tout ce qui est acheté à la restauration, c'est voilà, c'est des fournisseurs, des entrepreneurs locaux, des producteurs locaux. Et il y en a à Paris, avec une vie de quartier, avec des concerts de quartier, avec une animation de quartier, où il y a des touristes, bien évidemment, mais il y a aussi les gens du quartier qui viennent manger, qui viennent prendre un verre, qui viennent s'aérer le cerveau. Ce qu'a fait HU de collection aussi dans des domaines comme le Jus Castillon, dans le sud de la France. Donc, une économie plus locale pour quand ça va mal à l'international. Et on l'a vécu ces derniers temps avec les manifestations, avec la crise des Gilets jaunes, avec les attentats. Et de plus en plus souvent, malheureusement, nos frontières se ferment. On rentre en état d'urgence et il faut savoir travailler avec le local. Donc, le développement durable, on l'a évoqué, ça va être la norme. Et tous ceux qui ne respectent pas ce développement durable, qui n'offrent pas cette expérience-là de développement durable, vont avoir vocation, encore une fois, à disparaître. Et je pense que, encore une fois, le côté expérimental va encore plus être développé. On va voyager un peu moins, mais quand on voyagera, on voudra voyager mieux. On va aller dans on sera capable d'investir un peu plus. Et on attendra en retour une expérience un peu plus forte. Donc, le digital va se développer. Donc, sans donner de grandes tendances, voilà, il y a un certain nombre de groupes assez pointus ces dernières années qui se sont fait une place aujourd'hui en hôtellerie parce qu'ils étaient différenciants. Voilà, cette différence va être la norme dans les années futures, forcément. Merci pour ce partage de cette vision. C'est très intéressant d'avoir un financier, pardonne-moi l'expression, en tout cas qui accompagne les opérateurs. Je trouve que ça amène un regard nouveau sur cette activité et sur la façon de le faire et sur la façon d'entreprendre dans le secteur. Évidemment, il va y avoir beaucoup de pivots, beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, la crise va être dure, mais pour autant, elle laissera apparaître un certain nombre d'opportunités. Si tu avais un seul conseil à donner aux auditeurs que nous avons, principalement effectivement des hôteliers ou du genre du secteur de la restauration et du tourisme, s'il y avait un seul conseil que tu pourrais leur donner, ça serait lequel aujourd'hui? Alors, deux conseils. Un que j'ai évoqué tout à l'heure. Le premier conseil, c'est d'échanger, de partager. Ne restez pas tout seul. On pense souvent aux grands groupes, et c'est souvent ce qu'on met en avant. Je l'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup d'indépendants. Et c'est notre fonds de commerce, les indépendants, parce que souvent les très grands groupes n'ont pas besoin d'investisseurs financiers, ils s'autofinancent tout seuls. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les entrepreneurs, les opérateurs indépendants qui ont déjà un ou deux établissements et qui veulent se développer. Donc, cela, pour ceux qui ne sont pas des franchisés, donc qui ne font pas partie de groupes, voilà. Contactez vos confrères, échangez, partagez les bonnes pratiques parce qu'il ne faut surtout pas dans les moments difficiles rester tout seul. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure. Deuxième challenge, et ce qui est toujours pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude d'utiliser des fonds d'investissement ou d'accélérer sur leur développement, c'est oser. Oser la conjoncture, le timing est bon. Contrairement à ce qu'on peut penser, il ne faut pas faire le dos rond et attendre et dire on verra, j'attendrai 1, 2 ans, 3 ans pour investir, pour me développer. Non, les opportunités d'investissement, elles vont arriver très vite. Et il va falloir justement savoir les saisir. Donc, il va falloir, au contraire, là où mécaniquement l'homme aurait tendance à ralentir en période de crise, il faut justement, un vrai entrepreneur, il va accélérer, il va s'accrocher, il va investir, il va prendre encore plus de risques. Et ces risques-là, donc, oser, ça veut dire quoi? C'est en profiter pour se réinventer, en profiter pour faire des acquisitions. Je pense que plus que jamais dans les périodes de crise, les petits groupes, les indépendants sont beaucoup plus agiles, bien évidemment, que les grands groupes. Les grands groupes vont devoir tailler dans les effectifs, tailler dans les coûts, arbitrer dans leur portefeuille parce qu'ils ont des actionnaires, parce qu'ils sont cotés, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent, parce qu'ils sont très leveragés en termes de dette bancaire. Donc, il va y avoir des opportunités d'indépendants pour aller racheter des actifs de grands groupes. Airbnb va en prendre un coup. Aujourd'hui, beaucoup de propriétaires Airbnb peuvent plus payer leur loyer, vont devoir vendre les actifs. Donc, il y aura forcément un coup de mou sur Airbnb. C'est des opportunités formidables pour soit le faire tout seul. Je vous engage les hôteliers à le faire avec nous parce que pour avancer, pour se développer, il faut des conseils puis il faut quand même de l'argent. Et chez 1, 2, 3e, on a la chance d'avoir des fonds dans lesquels on a plus de 100 millions d'euros de disponibles de cash frais à investir, notamment dans le secteur du tourisme. Donc,
voilà, mettez-vous en tête qu'il y a des gens comme nous pour vous accompagner. Mettez-vous dans un état d'esprit de conquérant, ce que vous êtes déjà, mais voilà, il faut y aller, il faut pousser. Le timing est très bon et on est là, nous, prêts à vous accompagner dans les 5-10 prochaines années pour réaliser vos rêves et faire de votre entreprise une success story. Merci Xavier pour ce message d'enthousiasme. Donc, on a noté échanger et investissez, oser. Alors, Voilà. échanger, je suis ravi que les conversations participent, ou en tout cas aient pu permettre que tu exprimes ce vent. Voilà, donc ça, c'est vraiment très gratifiant. C'est dans cette période, effectivement, que les échanges sont les plus forts. Et puis après, investissez, n'hésitez pas, puisque cette vidéo sera postée sur la page Facebook du groupe Hotel & Lodge et sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à contacter Xavier ou à passer par nous pour avoir les coordonnées de Xavier si vous avez des projets. Je crois que c'est le moment d'en saisir. Avec grand plaisir. En tout cas, encore une fois, merci Xavier pour ce message. Puisqu'on est sur les notes d'optimisme et de dynamisme, oui. La question de clôture de cette conversation est un rituel aussi. C'est pour finir sur une note un peu légère. Où seras-tu pour que programmes-tu pour cette première sortie post-confinement? On sait que c'est parfois limité dans les distances, etc. Mais soyons un petit peu dans le rêve. Quelle serait cette première sortie que tu souhaiterais faire? Alors, la première sortie que je souhaiterais faire, c'est retourner chez moi, dans mon pays qui est la Haute-Savoie. Parce que je suis au Savoyard, comme mon associé Olivier Goua, que je salue, qui est quelqu'un d'extraordinaire, un entrepreneur hors norme. Retourner en Haute-Savoie pour faire quoi? Pour voir ma famille, mes parents, mon frère, et aller me ressourcer dans un endroit en Haute-Savoie que j'adore plus que tout, qui est l'hôtel d'Achuit Collection, qui est l'hôtel Mont Blanc à Chamonix, de mon ami Jean-Philippe Cartier, qui est un hôtel exceptionnel, fabuleux, qui est probablement un des plus beaux hôtels en France. Me ressourcer parce que Chamonix est vraiment une station, un village à redécouvrir. Et voilà, profiter avec les beaux jours de l'air frais, de la montagne, de balades, se ressourcer tout en profitant de la bonne cuisine de Mickey Bourdillac, que je salue au passage, de Hervé Auchet, qui est un directeur extraordinaire de l'hôtel Achuit, de son spa, etc. Donc, non, la Haute-Savoie, l'air frais, la famille et un peu de luxe à l'hôtel Mont Blanc avec grand plaisir. Ça sera ma première destination dès que je le pourrai. Bon, merci, c'est super. On est ravis de faire le lien avec Jean-Philippe que nous avions, qui avait introduit ces conversations. Donc, c'est super de voir ces clins d'œil. Merci beaucoup. Xavier, on arrive au terme de cette conversation. À nouveau, donc merci pour ton temps. Merci Laurent. Partager tous ces conseils, ces insights pour nos audiences. Encore une fois, on vous invite à poser des questions et donc on s'arrangera avec Xavier pour vous répondre, vous apporter des réponses et vous mettre en contact si besoin. Je tiens à remercier le magazine Hotel & Lodge, sans qui nous n'aurions pas pu organiser ces conversations et qui nous permettent de les diffuser. Donc, merci beaucoup à Jérôme Gruget à Hotel & Lodge. Et puis, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 7 mai à 18h pour le 10e opus des conversations avec l'acteur entrepreneur Christophe Lambert et son associé Michel Halimi qui vont nous parler de leurs activités hôtelières aussi, de leur vision du tourisme, assez proche de ce que tu évoquais, Xavier, avec cette notion de local, d'entrepreneuriat, d'optimisme. Et c'est très bien. Je les connais très bien aussi. Bon, voilà, c'est un petit mot. Voilà, Christophe et Michel nous font le plaisir de participer à l'émission. Ils seront interviewés par Pascal Boissier, aussi de l'équipe Singularité. D'ici là, prenez soin de vous. Toutes les vidéos sont partagées sur les différents canaux d'Hotel & Lodge. Et donc, je vous souhaite une excellente soirée. Et Xavier, à nouveau, merci et à bientôt. Merci Laurent, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.